Bonjour à toutes nos auditrices et auditeurs du balado Les idées ridicules. Aujourd'hui, on a un épisode fantastique. On va jaser de décroissance. On va adresser un peu toute cette philosophie-là politique et socio-économique. Et pour ce faire, nous recevons donc Yves-Marie Abraham, qui est un professeur réputé du HEC, qui a conçu et créé le cours La décroissance, théorie et pratique. Donc, un épisode qui va être riche en informations. Restez là, soyez attentifs, c'est vraiment intéressant. À bientôt. Salut. Cette année, nous avons un merveilleux partenaire officiel pour la saison 4 du balado, donc Tessier. Tessier qui aide également les agriculteurs parce qu'on le sait qu'avec les changements climatiques auxquels on est en train de faire face, qui donnent des conditions de plus en plus difficiles pour les agriculteurs et agricultrices, c'est là que ça peut être de plus en plus important de faire la culture sous abri pour développer la résilience. Donc, un gros merci à Tessier, qui est un allié de choix pour les maraîchers et les sericulteurs. Tessier s'est fabriqué ici même au Québec, des structures de serre de première qualité. Donc, joignez-vous donc au mouvement. Cultivez Tessier. Une production Origine. Bonjour à tous, à toutes nos auditrices et auditeurs des idées ridicules. On est très fiers de recevoir Yves-Marie Abraham aujourd'hui avec nous. Salut, ça va bien? Bienvenue. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, merci à vous de m'avoir invité. Yes. Super. Donc, Yves-Marie Abraham, professeur réputé du HEC, qui en 2013 s'est situé à l'avant-garde en enseignant un cours unique dans son institut, dans l'Institut économique du HEC. Donc, ce cours ayant pour thème la décroissance. Yes. Et pour lui, la décroissance, en fait, pour toi, plutôt, c'est pas juste un concept. Tu nous as confié, dans le fond, en pré-entrevue, qu'après avoir vécu avec ta famille, dans le fond, sur une île en Bretagne, donc une île qui était sans eau, sans électricité, tu as vécu, dans le fond, une expérience de décroissance, mais qui n'était pas une expérience qu'on pourrait qualifier nécessairement de pavé de sacrifice et de modestie, mais plutôt une sobriété conviviale, chaleureuse même. Donc, bienvenue. Merci d'être là encore une fois. On est vraiment content de te recevoir. Je pense qu'on a un gros épisode devant nous quand même. On aborde des questions qui peuvent être élaborées de long en large justement dans un cours complet. Donc, sans plus attendre, on aimerait ça un peu savoir avec toi, c'est quoi un peu... c'est quoi les liens, on pourrait dire, entre justement tes expériences vécues, puis tout ton intérêt, dans le fond, pour l'économie qui t'a éventuellement amené à la décroissance aussi? Ouais, alors donc cet épisode-là de ma petite enfance sur une île, mais j'ai aussi vécu en Provence, dans un coin désert où il n'y avait pas non plus d'électricité, pas d'eau courante dans la maison. Bon, mais j'étais petit, donc c'est ma mère qui en assumait les conséquences les plus désagréables, donc il faut faire attention à pas idéaliser, mais je dirais que c'était plus d'ailleurs une expérience de simplicité volontaire, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, plus que de la décroissance. La décroissance, c'est un projet politique, donc c'est forcément quelque chose qui doit être collectif, qui doit être pensé à une échelle minimalement, je pense, d'une municipalité, voilà, pour situer un peu la décroissance par rapport à la simplicité volontaire. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est sûr qu'en même temps, ces expériences-là, de simplicité volontaire m'ont fait voir que on pouvait avoir une très belle vie, une très bonne vie sans toutes nos techniques, ou en tout cas avec beaucoup moins de techniques, sans vivre forcément dans un milieu urbanisé, etc. Enfin donc ça m'a fait entrevoir la possibilité d'un monde quand même très très chouette, qui serait très différent aussi de celui dans lequel on est là aujourd'hui, d'ailleurs en plein Montréal. Donc voilà, c'est sûr que ça a joué un rôle. Mes parents en plus, quelques années plus tard, sont partis créer une ferme comme vous. Donc c'est ma mère en fait qui voulait faire ça, qui est devenue éleveuse de chèvres en Bretagne. C'est assez peu courant. En Bretagne, il n'y a pas de... Parce que ma mère voulait faire du fromage, donc il n'y a pas de tradition fromagère en Bretagne. C'est la seule région de France, je pense, où il n'y a pas de tradition de fromage. Le lait devait être conservé autrement que en produisant du fromage, j'imagine, en Bretagne, historiquement. Et donc ça aussi, ça a été une expérience assez décisive, parce que ils ont essayé de pratiquer des formes de ce qu'on appellerait aujourd'hui d'agro... agroécologie. Agroécologie, etc. Ouais. C'était très pur et dur, quoi. Bon, avec, en même temps, ce qui était pas mal, c'est que on était dans un coin de Bretagne où il y avait encore beaucoup d'entraide aussi paysanne. Il y avait encore quand même pas mal d'agriculteurs. C'était pas des énormes fermes.
Et en fait, ça fonctionnait énormément à l'entraide encore. Donc ça aussi, c'est aussi quelque chose que j'ai en tête. C'est-à-dire, je sais que c'était possible il n'y a pas si longtemps que ça encore. Je ne sais pas où ça en est dans ce village aujourd'hui. Peut-être que justement, il y a une concentration comme partout des terres et que ça s'est machinisé beaucoup, beaucoup plus. Mais donc j'ai entrevu une vie paysanne qui était pas non plus quelque chose d'absolument abominable, quoi. Donc ça aussi c'est pas mal nécessaire pour réussir à penser la possibilité d'une sortie de notre civilisation industrielle. Bon, c'est pas si loin, ni dans le temps ni dans l'espace en fait. Donc ça a certainement joué dans aussi l'espèce de dégoût fondamental que j'éprouve par rapport à cette civilisation industrielle et puis que j'ai découverte en allant étudier à Rennes puis à Paris puis dans d'autres villes puis en arrivant ici au Québec où ça a été aussi un choc parce que je suis venu ici parce qu'on m'a offert un poste donc à HEC comme vous le disiez mais ce qui m'a frappé en arrivant au Québec, c'est vrai que j'arrivais à HEC Montréal, c'est pas n'importe où au Québec, mais c'était une espèce d'indifférence sur le plan écologique, en fait, une espèce d'adhésion totale encore au mythe du progrès technique, avec la conviction qu'on pouvait continuer dans cette direction, et que non seulement il fallait continuer, mais qu'on pouvait même accélérer dans cette direction. En fait, tout ça m'a frappé vraiment très fortement en arrivant ici. Et ça a certainement joué dans mon intérêt ensuite pour des idées radicales. Allusion à votre excellent titre de podcast. C'est ça. En gros, soit je basculais, je dirais, du côté sombre de la force, soit je me radicalisais de l'autre côté. En fait, puis ce qui s'est passé, c'est que je me suis plutôt radicalisé. Je suis pas sûr que si j'étais resté en France, dans les milieux dans lesquels j'étais, je suis pas sûr que j'aurais embarqué forcément dans ces idées. Ça a été vraiment la confrontation avec ce que l'Amérique du Nord a, à mon avis, de pire, parce qu'elle a aussi des choses très chouettes. Puis le Québec a des aspects géniaux que j'adore. Ça fait 20 ans que je suis ici. Enfin, j'adore cette espèce de résistance québécoise. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime. Mais il y a aussi au Québec cet aspect nord-américain qui m'est rentré dedans et qui a pas mal suscité cette espèce de réaction politique. Là. Non, ça va pas. Wow. C'est quand même aussi, je trouve, un aspect qui est super intéressant dans ce que tu dis, que dans le fond, en restant peut-être dans un bassin de population où on pourrait dire la philosophie ou l'espèce de paradigme véhiculé aurait déjà été plus en ligne, mettons, avec ce dans quoi tu as grandi, il n'y aurait peut-être pas eu ce développement-là, justement, vers éventuellement aller vers la décroissance puis adopter un peu cette philosophie-là. Ouais, c'est ce que je crois vous avoir raconté aussi quand on s'était vu. Je fais lire aujourd'hui à mes étudiants des bouquins que j'ai aussi vus sur la table de mes parents. Enfin bon, mais bon, je m'y intéressais pas du tout. Puis je me suis pas intéressé à leur expérience paysanne. Vraiment, je trouvais ça plutôt assez pénible. Et donc je fuyais le plus possible. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis obligé de constater que ce qu'ils ont fait, c'est drôlement cohérent avec ce que j'aurais tendance à recommander, à une nuance près, quoi. C'est que ils étaient quand même un peu tout seuls. Alors, il y avait cette entraide, mais bon, c'était des néo-ruraux et ils étaient quand même un peu tout seuls dans leur coin. Et je pense que c'est très difficile, en fait. Ça reste très difficile s'il n'y a pas une entraide de plus grande ampleur, des réseaux plus consistants. Communauté, vraiment. C'est vraiment très dur. Donc, ils se sont un peu épuisés. Bon, ça marchait quand même assez bien. C'est mon père, en fait, qui a craqué plus que ma mère. Mais c'est ça. Donc oui, ils ont tenté quelque chose que je trouve très, très cohérent. Mais à condition que ça soit pas tout seul dans son coin. Je crois que c'est vraiment incontournable. Puis on le sait, il y a tellement dans l'agriculture, dans le monde agricole, il y a tellement d'isolement. Quand on entreprend des projets comme ça, de vouloir être le plus autonome possible, le faire seul, ça peut vite devenir aliénant puis sentir qu'on est à côté de la traque, là, tu sais. Fait que je comprends, j'ai l'impression de pouvoir comprendre ce que tes parents ont vécu en quelque sorte, là. Puis je pense que tu le nommais déjà aussi un peu quand même du fait de comme ton arrivée en Amérique du Nord puis de voir un peu l'espèce de choc au niveau on pourrait dire de la culture ou même des dogmes économiques qui étaient encore que les gens dans le fond adhéraient encore. Est-ce que, mis à part ce que tu nous as nommé par rapport à ça, c'est quoi les autres éléments qui ont rendu propice justement la création du cours sur la décroissance au HEC?
Bon, donc en fait, moi, c'est ça, il manque un épisode important qui a été mes études où je me suis intéressé à... j'ai fait de la sociologie des religions, c'est pas complètement sans lien. Je me suis intéressé d'abord à ça, puis j'ai arrêté, je suis passé plutôt à la sociologie de la finance et de l'économie, en fait. Mais il y a un lien. Pour moi, ce qu'on appelle l'économie aujourd'hui, est un peu notre sacré. Enfin, on prétend vivre dans un monde sans sacré, à mon avis. Il y a beaucoup de signes qui montrent que ce qu'on appelle l'économie est pas mal le sacré des modernes. Je sais pas, il y a qu'à voir, le scandale qui consisterait à... C'était Gainsbourg qui avait fait ça à la télévision, qui avait brûlé un billet de 500 francs. Hérésie! Bon, c'est du papier, quoi. J'avoue que si on est un peu sérieux, c'est juste du papier. Donc, mais non, il y avait quelque chose de l'ordre d'une profanation dans ce geste-là, et Gainsbourg le savait bien. Bref, c'est juste pour prendre une anecdote, mais... Et donc, je me suis intéressé à une critique de la finance, puis à une critique de l'économie, en essayant de réfléchir au fondement sociologique de tout ça, en disant, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi l'histoire qui permet de comprendre que l'économie prenne une telle importance, prenne cette forme-là? Et puis c'est là que j'ai découvert donc l'idée de décroissance. Donc au départ, un peu par hasard, dans le journal étudiant d'HEC Montréal, où un étudiant revenait de la première conférence sur la décroissance en France, et faisait un petit récit dans son journal. Je me dis, tiens, là, il y a une idée qui vient questionner un peu un des fondements de notre économie, donc cette croissance que nous visons collectivement. Et puis voilà, ça c'était le point de départ, et il y a eu la rencontre avec des gens ici au Québec qui eux étaient aussi très 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 radicaux et qui ont lancé un manifeste, donc le manifeste québécois pour une décroissance conviviale, qui a été lancé en 2007. Ils m'ont invité au lancement du manifeste, avec un petit colloque à l'UQAM. Il y avait tout un beau monde qui était là, et puis comme il y avait justement pas mal de monde, dans la foulée ils ont dit on va créer un mouvement. Donc on a créé le mouvement québécois pour une décroissance conviviale en 2007, alors des militants, des intellos, quelques universitaires, mais c'était pas si universitaire. J'étais un des seuls en fait. On était deux vraiment à l'université, les autres c'était plutôt des militants, et historiquement des étudiants aussi quand même. Donc ils étaient à l'université, mais pas dans le milieu universitaire en soi. Voilà, donc ça a été c'est là que je me suis formé. C'est donc grâce à des amis québécois. Faut rendre hommage à quelqu'un comme Serge Mongeau, qui est considéré comme le pape de la simplicité volontaire, mais qui justement en arrive à la décroissance parce qu'il voit les limites de la stratégie de simplicité volontaire. Il voit que ça peut pas changer la dynamique de nos sociétés, que oui, on peut avoir peut-être soi-même une vie un peu meilleure, mais c'est pas évident non plus. Jouer la carte de la simplicité, c'est coûteux. Et qui en arrive donc à la conclusion qu'il faut un mouvement politique, en fait. Et c'est ça vraiment l'essence de la décroissance, effectivement. Donc un autre personnage qui a été important et qui est important au Québec, c'est Louis Marion, qui est un philosophe qui lui vit hors système, mais qui est certainement un des meilleurs penseurs de la décroissance aujourd'hui, qui m'a beaucoup influencé, qui m'a formé littéralement à la décroissance. Donc voilà, toutes ces rencontres-là ont fait que, au bout de quelques années, j'étais déjà donc à HEC, mais finalement, j'ai eu l'occasion de créer un cours, et puis j'ai dit, je veux créer ça, puis on m'a laissé le faire, quoi. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Wow. Puis donc c'est suite à la création aussi du premier cours sur la décroissance que tu as fait l'apparition de ton livre, de ton premier livre. Ouais, alors c'est dans la foulée. En fait, j'ai un seul livre vraiment que j'ai écrit tout seul, c'est Guérir du mal de l'infini. Ouais. Donc celui-là, il est sorti en 2019, et c'est effectivement en gros la transcription du cours, à peu près, quoi. C'est une façon de partager un peu tout ce travail. C'est quand même pas loin de 10 ans de boulot pour monter ce cours-là, et puis l'améliorer. Et puis donc ça donne ce bouquin-là qui était une façon effectivement de pas rester juste dans ma salle de classe, parce qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressaient à la décroissance, qui me demandaient à venir suivre le cours. D'ailleurs, et qui n'était pas inscrit à HEC, donc j'ai toujours quelques passagers clandestins dans le cours. Ah ouais. mais je peux pas non plus trop abuser. Donc c'était l'idée. Donc voilà. Super intéressant. Justement, je pense que on va peut-être plonger encore plus avant dans notre thématique.
on se disait que justement la simplicité volontaire a quand même ses limites et que la décroissance se veut plus politique. Justement, en quoi la décroissance peut être un outil, justement, on pourrait dire, de lutte ou du moins un contrebalancier aux crises, aux tensions, du moins socio-économiques là, qu'on vit actuellement et qu'on va continuer, et climatiques, et qu'on va continuer à vivre dans les prochaines années. Ouais, donc... Comment répondre à ta question simplement sans me lancer dans mon cours. Le plus simple, c'est peut-être de dire d'abord que la décroissance, c'est d'abord une critique, en fait. C'est d'abord une critique de la croissance et de ses effets. En fait. Et je pense que c'est peut-être là, d'ailleurs, qu'elle est la plus intéressante, en fait. Et c'est une critique qu'on peut ramener à trois dimensions. En tout cas, c'est ce qu'on a fait avec Louis Marion, dont je parlais à l'instant. On a essayé de ramener ça à trois grandes idées. Première critique, effectivement, cette course à la croissance dans laquelle on est. Et je parle de course à la croissance parce que même quand on n'arrive pas à générer de la croissance, on court après. Et ça oriente un peu toute la dynamique de nos sociétés, en fait, et donc toutes nos vies individuelles. On est pris dans cette course, qu'on le veuille ou non, et même quand elle aboutit pas, ce qui est encore pire, parce que quand elle aboutit pas, là, ça va encore plus mal, mais on est dedans. Le problème de cette course, le premier problème, c'est que effectivement, elle est tout à fait destructrice sur le plan écologique, en fait. Donc ça, c'est la première grande critique, avec peut-être un point à souligner actuellement, c'est que malheureusement, cette crise écologique, aujourd'hui, on l'a réduit beaucoup à la crise climatique, qui en soi est tout à fait dramatique. C'est un énorme problème, gigantesque, qui justifierait à lui seul qu'on arrête tout. Mais ça n'est qu'une partie du problème. Donc, quand on parle juste de crise climatique, on est en train de minimiser le problème, en fait. Donc, en termes de diagnostic, c'est très, très problématique. Une façon peut-être plus juste d'appréhender le problème, c'est d'aller chercher une notion comme celle d'anthropocène, c'est-à-dire l'idée que la Terre serait rentrée dans une nouvelle époque géologique, en fait, depuis l'émergence de la vie, depuis les débuts de la Terre, tout simplement. Époque géologique qui serait caractérisée par le fait qu'une espèce vivante, la nôtre, serait devenue en fait une force tellurique, en fait une force géologique déterminante. Alors bon, c'est sûr qu'on peut discuter, on peut dire que depuis qu'il y a des humains, il y a des effets géologiques, et sans doute en partie. Mais là, on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Donc, c'est proportionné. Depuis les débuts de la civilisation industrielle, depuis 2 siècles, c'est énorme, quoi. C'est gigantesque, quoi. Donc, on parlait de disparition de montagnes. C'est ça. Océan, pas océan, mais. Voilà, tu raisonnes là comme un géologue, c'est-à-dire tu regardes les différentes dimensions géologiques et tu vois toutes ces dimensions sont touchées aujourd'hui. Toutes sont touchées. Ce qui fait que, d'un point de vue géologique, on est rentré dans une époque complètement inédite, d'ailleurs, et puis très incertaine. On ne sait pas vers quoi on va. Déjà, quand on dit ça, on est un peu plus à la hauteur du problème d'un point de vue diagnostique. C'est-à-dire, bon, ok, toutes ces dimensions sont touchées. Comment on fait maintenant? On fait donc ça, c'est... et puis, il faut ajouter aussi un autre truc sur lequel j'insiste pas mal par rapport à la question écologique, c'est que on a tendance à utiliser le terme d'environnement, qui, à mon avis, est un terme un peu piégé, qui laisse entendre que ça se passe à l'extérieur de nous. Un peu le concept de nature en soi. Et c'est pas vrai, évidemment. Cette destruction, elle nous affecte d'ores et déjà. Un excellent documentaire que je recommande, qui s'intitule La goutte de trop, qui met en scène une plongeuse professionnelle qui fait le tour de l'île de Montréal sous le Saint-Laurent, puis qui prend des échantillons d'eau, etc. Et puis qui fait des comparaisons entre les échantillons d'eau du Saint-Laurent et l'échantillon d'eau de son robinet à elle, qui fait des découvertes assez effarantes sur la qualité de notre eau et sur ce qu'on y trouve, en fait, y compris quand elle a été traitée. Évidemment, l'environnement, c'est de l'eau, notamment, mais sauf que notre corps, il est aussi constitué à 60% de flotte, quoi. Alors, c'est sûr que si on va saloper la flotte dans l'environnement, il y a de très fortes chances que ça nous revienne un jour ou l'autre dans notre corps, en fait. Bon, alors, oui, on a une membrane protectrice, mais elle est pas étanche. Nous faisons partie de ce monde-là. Donc la question écologique, c'est aussi la question sanitaire. Les grandes maladies de civilisation aujourd'hui qui nous affectent, qui sont entre autres la conséquence de pollution chimique. C'est des problèmes écologiques. Ce sont des signes de la crise écologique. Voilà. Donc ça, c'est la première critique. Souvent, on réduit la décroissance à une critique écologique.
mais en fait, elle est indissociable d'une deuxième critique, qui est une critique sociale, en fait, qui essaye de montrer aussi que cette course à la croissance, en fait, elle est très injuste, parce que elle a plutôt tendance à creuser des inégalités. Donc, quand on regarde le résultat de la course, c'est à peu près toujours les mêmes qui gagnent, toujours les mêmes qui perdent, et puis ceux qui gagnent sont beaucoup moins nombreux que ceux qui perdent, globalement. Mais quand tu rentres dans l'analyse des causes de ces résultats-là, inégaux, c'est que tu te rends compte qu'à la base même du jeu, le jeu épipé repose sur des rapports de force et des rapports d'exploitation qui expliquent ces résultats très injustes, qui expliquent que, en gros, le portrait robot du perdant de la course à la croissance, c'est plutôt une jeune femme noire d'un pays africain comme le Burundi qui habite un bidonville à proximité d'une grande ville. Voilà, ça, c'est pas mal le portrait robot. Et pour des raisons qui tiennent justement à ces rapports d'exploitation. Cette course à la croissance, elle repose d'abord sur l'exploitation du travail par le capital. Ça reste une base fondamentale. Il y a des gens qui ont le contrôle des moyens de production et qui sont en position d'imposer leurs conditions à des gens qui, eux, n'ont pour vivre que la possibilité de vendre leur force de travail. Le deuxième rapport d'exploitation, c'est le rapport d'exploitation du travail dit de reproduction, c'est-à-dire tout le travail qui consiste à donner la vie, à entretenir la vie, à soigner la vie, à donner de l'affection, etc., qui est un travail qui est très largement encore pris en charge par les femmes dans le monde, qui est un travail qui est non payé par le système, en fait. C'est un travail essentiel, non reconnu, d'où la notion de travail invisible, mais qui est essentiel. Il n'y a pas de capital, enfin, il n'y a aucune société sans ce travail-là, mais sous le capitalisme, il est particulièrement invisibilisé, parce que c'est pas considéré comme du travail, et donc c'est pas payé. Donc là, il y a vraiment, il y a une autre forme d'exploitation. Et puis il y a l'exploitation nord-sud. Qui est aussi incontournable si on veut comprendre la richesse d'un pays comme le Québec ou le Canada. Donc notre richesse suppose aussi ces échanges économiques et écologiques inégaux avec le Sud. Bon, le Sud au sens anglo-saxon, c'est-à-dire parce que le Sud, pour nous, le Sud au Québec, c'est aussi notre Nord. Enfin, il y a aussi des peuples. Ça, pour nous, on n'est pas l'inverse. Voilà, mais on a aussi des gens du Sud. Bon, qui on a dans nos champs justement, puisque qui on a dans nos champs l'été, c'est pas des Québécois, des Québécoises. Et pourquoi c'est justement, on va chercher cette main d'œuvre qui nous coûte moins cher, etc. Donc, qui on a dans nos hôpitaux, qui on a c'est des femmes d'ailleurs aussi. Enfin, donc même nous au Québec, en fait, notre richesse s'assoit sur ce. Bon. Voilà. Donc en gros, c'est ces trois grands rapports qui font qu'on a quelque chose une course très très injuste et qui justifierait, si on tient à l'idéal d'égalité qui est censé être au cœur de nos sociétés, il y a quelque chose de contradictoire, quoi. Donc, la question écologique, la question sociale, puis la dernière question, qui est pas la moindre, qui est à mon avis celle qui fait l'originalité de la décroissance, c'est aussi de montrer que cette course finalement, elle se retourne contre une autre promesse, une des belles promesses, je trouve, de notre civilisation, qui est celle qui consiste à dire que dorénavant, avec la modernité, c'est nous qui allons décider de comment nous allons vivre. On va utiliser notre raison, on va débattre démocratiquement et on va se donner des lois auxquelles on va se soumettre. Donc, c'est plus Dieu qui va nous dire comment on doit vivre, c'est plus les anciens, c'est nous. Or, en fait, quand on regarde comment ça fonctionne aujourd'hui, qui est-ce qui commande? C'est quoi les normes de nos vies collectives? C'est la norme du profit, très largement, qui oriente tout. La dynamique du capital, elle détermine complètement nos existences, à la fois collectivement et individuellement. Et puis l'autre norme, c'est quand même celle aussi de la puissance technique, en fait. Les exigences de nos systèmes techniques qui soutiennent nos vies sont extrêmement, extrêmement lourdes, extrêmement contraignantes, en fait. Donc, qui est aux commandes? Personne, en fait. Alors, c'est un peu le problème. C'est sûr que si on veut abolir la monarchie, on coupe la tête du roi. On a fait une bonne part du boulot, quoi. Mais là, en fait, on a un problème, c'est que le capital, c'est plutôt une dynamique, en fait. C'est une dynamique qui s'est imposée aujourd'hui à l'échelle mondiale, et on peut pas attraper des responsables et en les mettant de côté en disant ça y est, on a arrêté le système. On est pris dans une espèce de roue infernale, et on en fait partie. Voilà. Tu peux pas dire aller dans un siège social, ok, toi, ça. C'est ça. Ça marche pas. Il y a un super film que je raconte toujours pour illustrer ça, c'est Louise et Michel, donc il fait allusion
allusion à la fameuse Louise Michel, la fameuse militante anarchiste de la Commune, mais c'est un film français donc qui raconte justement, qui met en scène des femmes qui travaillent dans l'industrie textile en France, puis qui un lundi matin, en arrivant au boulot, découvrent qu'il n'y a plus d'usine. Enfin, il y a encore les murs, mais il n'y a plus de machines, il n'y a plus de tissus, tout a été délocalisé, le truc classique, quoi. Mais elles ont juste quelques indemnités de licenciement et elles se demandent ce qu'elles vont faire avec. Et elles décident finalement, contre toute attente, de mettre cet argent en commun pour embaucher un tueur pour buter le patron. Bon, donc se venger, quoi. Et là, bon, elle part dans un truc. Alors c'est burlesque aussi, donc elle tombe sur un type qui est un loser total. Enfin bon, bref. Mais ce qui est fascinant, c'est que en même temps, ça dit quelque chose d'essentiel, c'est que ils vont buter beaucoup de monde en fait dans le film. Donc, il y en a pas mal qui passent au cash et qui disparaissent. Donc, mais après chaque meurtre, en fait, elle réalise que c'est pas le bon. C'est pas le bon, en fait. Et à la fin, elles finissent dans quel endroit? Un endroit bien connu de Monsieur Couillard, les îles Anglo-Normandes, un paradis fiscal. Donc, où là, elles ont enfin l'adresse. Elles ont l'adresse du siège social, donc un peu comme tu viens de le dire. Là, on va le trouver, le boss. Elles arrivent à l'adresse et elles arrivent dans quoi? Un petit couloir où t'as juste des boîtes aux lettres. Puis, voilà. Y a rien. C'est complètement abstrait, quoi. Tu vois. Donc, il n'y a pas de prise, en fait, sur le... Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a. Mais donc, en tout cas, au cœur de cette critique, il y a cette idée que, d'un point de vue politique aussi, il y a quelque chose qui est complètement contradictoire avec, en tout cas, l'aspiration qu'on aurait en principe développé, qui était l'aspiration à décider de comment nous voulons vivre, en fait. Et pour des raisons à la fois économiques et techniques, on n'est pas dedans. Donc voilà, très long exposé pour répondre à ta question. C'est une grosse question. Mais c'est ça. La critique, elle est vraiment là. Et donc après, si tu essayes de basculer du côté programmatique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette critique-là, qu'est-ce qu'on propose? Le boulot que j'ai fait, justement, un gros boulot plutôt pédagogique, qui était un travail de simplification, de clarification, il a abouti finalement à une espèce de proposition très simple. Si on veut arrêter la catastrophe écologique, il faut produire moins que ce qu'on produit aujourd'hui, globalement. C'est plus compliqué, justement, sur la question agricole. Il y a peut-être à produire plus certaines choses au Québec, etc. Mais globalement, il faut réduire la production. Dans le même mouvement, il faut partager plus nos richesses et naturelles et artificielles. Et il faut absolument articuler les deux, associer les deux. Si tu produis moins, alors que tu as déjà une partie de l'humanité qui a aujourd'hui pas de quoi vivre décemment, c'est clair qu'elle va avoir ses conditions d'existence déclinées encore plus. Donc, il faut penser vraiment les deux. Et la troisième proposition, c'est qu'il faut essayer d'en décider ensemble, en fait. Donc, faut jouer le jeu de la démocratie, ce qui paraît un peu incongru aujourd'hui. On se dit, on n'a pas le temps, la démocratie, on n'a pas le bon. Alors, il y a beaucoup d'arguments qu'on peut utiliser contre ça, mais je pense justement un des dangers de l'heure, c'est tous ces gens qui nous disent, on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps de discuter. Laissez donc faire les experts, quoi. Oui, mais sauf que les experts, ils sont pris justement dans ces logiques, avec parfois des bonnes intentions, mais parfois aussi des visions du monde qui sont très particulières. Et il faut, à mon avis, qu'on tienne absolument à ce principe démocratique. Il faut qu'on en discute ensemble le plus possible. Donc, se battre déjà pour une forme de démocratisation de nos sociétés, ce serait déjà... ça peut être modeste. Ça peut passer par changer un mode de scrutin. Absolument. Commencer par ça, tu vois, c'est ça. Tu commences comme ça, en te donnant un objectif qui peut être ensuite beaucoup plus ambitieux, mais une première étape, ça peut être ça. Une première étape pour moi aujourd'hui, sur le plan politique, et vous m'aidez à le faire, là, en m'invitant, c'est d'amener le débat croissance-décroissance dans l'espace public. Il faut débattre de ça. Ce débat, on l'a jamais entendu à l'Assemblée nationale ici. Un petit peu en France, mais en France, ça reste tourné en ridicule, etc. Donc c'est là encore une belle allusion à votre titre de balado. Vous jouez très bien avec le mot. Là, il est parfait. Merci. Et justement, tu dis, juste pour naviguer un petit peu sur ça avant d'aller ailleurs, mais tu dis, en France, ça a été discuté un peu, mais c'est vite tourné au ridicule. Puis j'avais entendu dire, justement, je pense dans une entrevue ou je pense dans un cours peut-être que tu donnais, mais qu'en même temps, la décroissance navigue et en fait traverse tellement de domaines et d'expertises différentes pour pouvoir bien l'adresser que des fois, ça devient comme difficile d'essayer de tout scinder ça ensemble puis de présenter ça.
plutôt que, j'imagine, un économiste qui parle de croissance. Tu n'as pas besoin d'avoir 30 personnes avec des expertises différentes pour en discuter. C'est sa force et sa faiblesse, en fait, je dirais. La force, justement, c'est que contrairement à la plupart des approches qu'on nous enseigne aujourd'hui, elle est par nécessité transdisciplinaire, parce que les problèmes que nous avons à affronter sont transdisciplinaires, traversent tous ces découpages qui sont des découpages très conventionnels, enfin, qui sont des découpages académiques, quoi, universitaires. Donc, il faut absolument qu'on soit transdisciplinaire. Ça n'empêche pas qu'on puisse se spécialiser, mais il faut être capable minimalement de travailler ensemble et de regrouper tout ça, quoi. Donc c'est sa force, sa faiblesse, effectivement, c'est que du coup, oui, il faudrait être capable de parler de physique. On parle du problème de l'entropie, par exemple, la décroissance. Bon, apparemment, c'est une théorie physique extrêmement complexe que je maîtrise absolument pas, mais je suis quand même obligé d'en parler un peu. Et c'est pratiquement à chaque séance de cours le problème, c'est que je suis pas spécialiste du thème que j'aborde à chaque séance, donc je peux me faire ramasser par n'importe qui a un bac dans la discipline. Après, bon, j'espère pas trop, je me fais pas trop souvent ramasser, mais c'est le problème. Donc ça, c'est effectivement une des difficultés. Souvent, on dit c'est vraiment compliqué, c'est très intellectuel la décroissance. Possiblement, mais finalement, plus ça va, plus je me dis que non, c'est pas une idée si compliquée que ça, en fait. C'est surtout que c'est une idée qui est radicale, justement, et qui est marginale, et donc qui vient heurter tellement de convictions, tellement d'évidence que, ça prend un certain temps, c'est pas pour commencer à rentrer dedans. Mais sinon, en elle-même, elle est pas si compliquée que ça. C'est quoi la décroissance? C'est un appel à sortir de cette course à la croissance pour des raisons écologiques, sociales et politiques. On appelle à produire moins, partager plus, décider ensemble. Désolé, mais c'est vraiment très simple. Dans l'énoncé, c'est simple. Bon, dans la mise en pratique, c'est autre chose. Là, on rentre dans des choses plus compliquées. Ça va friter, c'est sûr, et frotter. Mais c'est très simple, tu vois, comme point de départ. Mais c'est vrai qu'après, quand on rentre dans le débat plus fin, là, je débattais il y a quelques jours avec mon collègue Pierre-Olivier Pinault de HEC Montréal, grand spécialiste de l'énergie au Québec. Bon, là, c'est sûr qu'on est sur des trucs très pointus où là, très vite, je suis à la limite de mes compétences, quoi. Donc c'est plus difficile, même. À ce moment-là, d'argumenter. Cette conversation a dû être très intéressante. Elle est enregistrée. Vous pouvez la trouver sur... non, mais ça, c'est un indice. Ça répond peut-être à une de vos questions à venir, mais c'est impressionnant comment cette idée-là, aujourd'hui, suscite de l'intérêt, en fait. Et fait l'objet d'une réception beaucoup, beaucoup plus positive qu'il y a 15 ans, quand on a commencé avec le mouvement québécois pour la décroissance conviviale. C'est très net. Il y avait donc c'est des étudiants de l'HEC qui sont venus nous inviter pour qu'on débatte décroissance justement. Et elles nous ont dit on va réserver le grand amphi d'HEC. Bon, le grand amphi d'HEC n'est pas immense, c'est 300 places, à peu près 320 places. On leur a dit non, soyez sérieux, c'est beaucoup trop grand. Et en fait, elles ont plus que rempli le truc. En fait, c'était tout était pris 10 jours à l'avance. Tout ça. Donc il y avait vraiment un intérêt puis une volonté. Donc, ça fait partie des signaux qui montrent que, contrairement là aussi à ce qu'on va entendre encore dans les médias, et notamment de la part de responsables médiatiques, mais aussi politiques, c'est-à-dire personne ne veut de cette idée, c'est une idée ridicule, personne n'en veut, c'est absolument fou. En fait, on a de plus en plus d'indices qui montrent le contraire. En plus, en Europe, on a clairement des études, donc des sondages. On peut faire la critique des sondages, mais enfin, grosso modo, quand même, ça donne des petites idées. Et les sondages sont impressionnants. C'est-à-dire que ça donne pratiquement, ça dépend de comment les questions sont posées, etc. Mais c'est presque 2/3 de la population qui dit non, c'est pas une idée ridicule, justement. Il y a quelque chose de, alors, entre dire que tu trouves l'idée intéressante et puis vraiment t'engager politiquement, c'est pas la même chose, mais on voit qu'il y a une réceptivité. Et qui a rien à voir avec, là encore, ce qu'on avait il y a 15 ans, quoi. C'est ça, j'ai l'impression que c'est cool de le voir qu'on est au niveau scolaire, au niveau universitaire, de voir des amphithéâtres qui se remplissent. J'imagine qu'il y avait beaucoup d'étudiants là-dedans, du monde du milieu. Mais tout simplement aussi au niveau de la population des citoyens. Moi, je me rappelle quand Radio-Canada, la branche RAD, a publié un vidéo là-dessus, un petit court documentaire. Puis écoute, partagé maintes et maintes fois, ça a explosé, ce petit truc. Tout le monde a eu finalement ce mot-là au bout des lèvres pendant un court moment. Il faut toujours trouver le moyen de remettre ça, réactualiser ça dans les médias, mais quand même, il y avait un intérêt de tout le monde, finalement. Ouais, absolument. Puis, est-ce que, selon toi, justement, Yves-Marie, c'est encore une question juste de par la démocratisation du travail qui s'est fait, ou est-ce que justement,
je sais pas, on commence à avoir des crises aussi arriver, on commence à avoir tranquillement, là, reste qu'on est encore, je pense, dans les plus épargnés, mettons, des grands changements qu'on est en train de vivre. Là. Mais est-ce que tu penses qu'il y a comme tout ça qui commence un peu peut-être à percoler aussi dans la tête des gens, qu'on est à un moment charnière, dans le fond, de ce qu'on a connu, tu sais? Ouais, c'est ça. Il y a toujours le risque, évidemment, de considérer son époque comme une époque complètement à part et cruciale. Bon, donc j'imagine. Donc c'est une tentation qu'on a tous et toutes, j'imagine, je suppose. Mais quand même, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec toi et à penser que si cette idée gagne du terrain, bon, c'est parce qu'elle est bonne, mais c'est pas seulement parce qu'elle est bonne. C'est précisément aussi parce que l'idée contraire, elle, fonctionne de moins en moins en fait. Et ça va dans ton sens, c'est-à-dire que en fait les promesses de la croissance, qui sont les promesses d'un monde meilleur, d'une vie meilleure, elles sont de moins en moins tenues, en fait. Une grande partie de la population en Occident n'a pas vu ses conditions d'existence vraiment s'améliorer, même plutôt le contraire. Cette idée-là qui monte, là, à savoir que les enfants qui naissent aujourd'hui, probablement qu'ils vont avoir des vies peut-être moins faciles que celles que j'ai eues, même que vous avez eues, mais même vous, peut-être que vous êtes déjà dans cette génération qui va peut-être connaître plutôt une forme de dégradation que l'inverse. Bon. En tout cas, c'est une sensation qui est là, qui est sans doute questionnable, discutable, mais il y a des bases qui montrent effectivement que cette course se traduit beaucoup moins qu'avant par des gains, en fait. C'est des choses comme l'espérance de vie, par exemple, quelque chose de très concret qui a tendance à plutôt relativement plafonner. C'est pas bon, même aux États-Unis, il est même en déclin. Donc tous ces trucs-là qui sont très concrets, qui montrent que, comme dit une de mes camarades et amis, Andrea Levy, la croissance ne livre plus la marchandise. Bon, voilà. Voilà. Donc il y a la question écologique, il y a la question sociale, puis il y a aussi cette espèce de sentiment que finalement nos vies sont complètement dépassées par ces logiques de course au profit. C'est tout ce sentiment que plein de gens ont, que leur vie n'a pas vraiment de sens. Bon, vous avez fait des choix radicaux aussi, vous. J'imagine qu'il y a le souci justement de retrouver un sens, quoi. Donc de reprendre le contrôle sur vos vies. Écoute, c'est énorme. Et c'est là où la décroissance est intéressante, parce que même avec des gens qui vivent relativement bien matériellement, on peut les rejoindre sur ce terrain-là, parce que cette sensation-là, elle est très très largement partagée. Cette sensation que on n'a pas de contrôle sur nos vies, qu'il y a contradiction entre ce souci de décider comment on veut vivre et puis ce qu'on vit concrètement. Un truc comme les bullshit jobs qui a eu un succès énorme, là, l'idée de Graeber, à savoir qu'il y a de plus en plus de boulots dont les responsables considéraient que c'était des boulots complètement inutiles. Mais c'est un truc... pourquoi ça a eu du succès ? Parce que effectivement, c'est la sensation que beaucoup de gens ont, en fait. C'est aussi le test que je fais parfois. Si tu demandes dans une salle de classe ou dans une salle de conférence qui finalement ce matin s'est réveillé en ayant surtout hâte au soir, quoi. C'est en disant vivement que bon. On passe au travers de la journée. Puis, ou le lundi matin, hâte à la fin de semaine, ou après des vacances, hâte aux prochaines vacances. Mais t'imagines une vie finalement où ce à quoi tu aspires le plus, c'est précisément après, quoi. Au lieu de vivre ce moment-là, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Totalement. Donc tout ça, je pense, tout ça pris ensemble, ça explique pourquoi c'est une idée qui finalement touche de plus en plus de monde. Bon. Je m'enthousiasme, là, ça reste... je pense que si on fait des comptes au Québec, on n'est pas encore majoritaire. On a fait beaucoup d'efforts, par exemple, pour amener cette idée-là au sein de Québec solidaire, qui serait les plus proches de nous. Bon, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, que je connais un peu, qui m'avait invité dans son podcast. Comment il appelait ça ? La chronique des idées dangereuses. Pas très loin de ce que vous tentez de faire. Mais il m'a coincé magnifiquement. Gabriel, il est très, très rusé, il est très intelligent, cet homme-là. Et il m'a laissé parler gentiment. Et puis, mais il s'était gardé le mot de la fin. Où là, il a complètement détruit tout ce que je venais de dire, sans me donner la possibilité de... Mais il a pris une position très, très, très claire. Je peux comprendre tactiquement après que Québec solidaire puisse se servir de nous comme finalement une espèce de repoussoir en disant regardez, on n'est pas si radicaux. Donc tactiquement il peut y avoir mais bon, il va falloir quand même qu'un jour ils se mouillent plus que ce qu'ils le font aujourd'hui, parce que ça tient pas là. Non, clairement. Mais c'est ça, je pense que puis même en tout cas sans trop déborder sur ça qui est pas la thématique d'aujourd'hui, mais tu sais, je pense que même c'est une critique qui est fait beaucoup des je pense de la base électorale de QS qui comme trouve que finalement il y a un centrisme dangereux qui se manifeste un peu là, à date dans leur politique, dans leur vision. Mais
pour retourner un peu à nos moutons, hein? Ou à nos chèvres de Bretagne. En fait, justement, tantôt, tu as discuté un peu de ces aspects-là, au niveau de la décroissance. J'aimerais ça un peu savoir avec toi. En fait, on l'a un petit peu abordé tantôt. Comment dans le modèle agricole, mettons, ça pourrait se traduire? Peut-être, on sait que justement, au final, on va avoir besoin de manger plus. Donc, si on est dans une dynamique de décroissance, j'imagine, ça suggère aussi quand même peut-être un frein à cette espèce de besoin mondialisé-là de recevoir comme de la nourriture importée, ou à l'inverse, de nous devoir quand même maintenir une certaine part de nos exportations, mais comment on voit un peu la dynamique agricole dans ça? Je suis spécifique, on va avoir besoin de manger plus parce que on regarde en ce moment les tendances, puis on voit une croissance démographique. Croissance démographique, donc globale. Peut-être pas nécessairement. C'est sûr que oui, on est encore dans une phase de croissance démographique, mais on est déjà aussi en phase de transition démographique, c'est-à-dire qu'on voit que au cours du siècle, ça va se stabiliser, et il y a même aujourd'hui des projections qui disent que on risque même d'avoir des problèmes de tout simplement de fertilité, de baisse démographique vraiment dramatique pour assurer la reproduction de nos sociétés. Enfin donc on le voit avec la Chine par exemple. Bah oui. Avec la Chine qui stagne, puis que là, ça cause des problèmes économiques finalement aussi. Là, absolument. Donc là il peut y avoir un frein à la croissance, parce que la croissance c'est il faut du capital, mais il faut aussi du travail, et donc ça peut être un frein, je dirais presque spontané, qui pourrait, mais ça peut faire très mal en fait. Alors, c'est un peu aussi c'est l'occasion de distinguer ce qu'on appelle la décroissance, qui serait vraiment un choix politique assumé, et qui serait le résultat aussi d'une décision démocratique. Donc le choix d'arrêter cette course, d'arrêter la machine, de la ralentir, de la faire atterrir sans que ça se brise sur... Parce que c'est le grand danger. On est pris dans cette méga machine, comme disent plusieurs auteurs là, importants sur la décroissance, et c'est sûr qu'on est dedans. Alors si elle s'arrête, on risque de disparaître avec elle. Enfin, donc c'est quand même le grand danger. Donc comment la faire atterrir sans que ça soit trop catastrophique? Mais c'est ça le projet décroissanciste fondamental, qu'on doit distinguer d'une situation où la croissance s'arrête, mais pour des raisons subies involontaires, donc ce qu'on appelle une récession ou une dépression en économie. Et ça, c'est effectivement c'est dramatique dans nos sociétés, parce que nos sociétés ont besoin, pour fonctionner, qu'il y ait de la croissance, qu'il y ait un minimum de croissance. S'il n'y en a pas, ça va mal. Donc c'est bien. Ça, c'est pas un projet politique. Ça, c'est vraiment une dynamique qu'on observe dans nos sociétés régulièrement. On a ces cycles de dépression, de récession, qui font très mal. C'est pas ça qu'on défend. Donc, s'il y avait un ralentissement général pour des raisons en partie démographiques, je suis pas sûr que ce serait une si bonne nouvelle si ça s'accompagne pas en fait d'un projet politique où tu retrouves le produire moins, partager plus, décider ensemble. Ok, là, si on y va comme ça, on doit pouvoir faire des choses, mais bon. Peut-être, alors, en réponse à ta question, bon, déjà, en fait, il me semble que même si le nombre de bouches à nourrir augmente, il y a un gaspillage, je crois, alimentaire qui est complètement fabuleux. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas sûr qu'on produise pas assez aujourd'hui. Pour nourrir tout le monde. Et je pense qu'il y a largement. Enfin, puis bon, il y a qu'à nous voir, nous, en Occident. On est tous plus ou moins trop gros. Enfin, c'est là, donc on mange trop, très, très, très clairement. On mange mal aussi, mais trop. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un problème de pénurie. Il faudrait regarder. Ouais, ça serait intéressant de savoir notre production. Si on regarde ça au niveau calorique, la production calorique versus les besoins caloriques. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait un match. On est beaucoup trop au-dessus en fait de nos besoins. En tout cas pour ce qui est de l'Occident. Après, il faudra regarder la totalité. Mais il y a un collectif de chercheurs qui est, je sais pas s'il est dirigé par Julia Steinberger, mais Steinberger est là-dedans, ça s'appelle le projet Lily, où justement ils essayent d'évaluer en fait les besoins humains aujourd'hui, qui permettraient d'avoir une vie décente. D'un côté, ce serait quoi? Évidemment, c'est un exercice difficile, ça dépend des gens, des âges, des sociétés, bref. Mais disons que si tu essayes de faire un truc qui se tient à peu près, mais pour une vie décente, on ne parle pas d'être juste à la survie.
d'un côté cette évaluation et de l'autre, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de production, comme moyen de production, etc. Et en fait, les résultats sont plutôt très encourageants en disant on a largement ce qu'il faut pour assurer une vie décente à la totalité de l'humanité aujourd'hui. Bon, donc tout en arrêtant la course à la croissance. Donc, donc voilà, alors on est sur ce débat-là qui est un débat sans fin certainement, mais en tout cas on a aujourd'hui quand même de bonnes raisons de penser que oui, ça pourrait se tenir. Et ça m'amène à revenir justement un peu en arrière dans le diagnostic, c'est-à-dire que cette production, notamment alimentaire, elle obéit aujourd'hui justement à des critères qui sont ceux du capitalisme. En fait, ce qui est produit, c'est ce qui rapporte fondamentalement. C'est ça l'exigence. En fait, on ne produit pas, et tout notre système doit être repensé par rapport à ça. C'est que on continue à nous présenter notre système de production comme un moyen de satisfaire des besoins humains. Non, il est orienté par une exigence qui est celle de la profitabilité. En fait, sera produit ce qui peut rapporter. Si ça peut pas rapporter, ça sera pas produit, même si pourtant ça viendrait satisfaire un besoin vital. L'argument pour moi est assez facile. Il y a combien aujourd'hui de besoins vitaux sur la surface de la planète qui sont pas du tout satisfaits par un système qui, alors que ce système a une puissance de production inouïe, on n'a jamais été capable de produire comme on produit aujourd'hui, et on a des millions et des millions d'humains dont les besoins les plus élémentaires sont pas satisfaits. Venez pas me dire après que ce système est orienté vers la satisfaction des besoins. Non, il est orienté vers l'accumulation de capital. Ça, c'est crucial. Et à partir de là, on peut commencer à discuter donc d'inventer autre chose qui soit vraiment justement basé vers, donc orienté vers la satisfaction de ses besoins. On voit beaucoup, même dans le domaine alimentaire, mais on préfère jeter des trucs que de le donner, parce que tout simplement, ça fait pas de sens de ne pas le vendre. Du moins ici, on le sait que le problème, même les gens qui ont plus de difficultés à manger ici, c'est pas un problème alimentaire, c'est un problème de distribution, puis comme tu dis après ça, d'orientation en tant que des bénéfices de certaines entreprises. Puis j'aimerais ça aussi, je pense qu'on comprend déjà un petit peu mieux. Je pense que ça donne une piste de réflexion. Je pense que ça serait le fun, même pour nous, éventuellement, peut-être de pousser la réflexion un peu plus loin par rapport à ça. Mais je sais qu'un autre tu sais, tantôt, tu parlais des promesses de la décroissance qui n'ont pas été respectées. Je pense qu'une des promesses qu'on tente encore aujourd'hui de pousser, c'est la promesse du progrès technique. Tu sais. Comme quoi, tu sais, il y en a encore beaucoup, même, je pense, qui, à ce jour, même des gens de notre âge, de nos amis avec qui on parle, qui ont l'impression que les progrès techniques pourront sauver un peu la mise, tu sais. Puis j'aimerais ça peut-être qu'on voit un peu ensemble en quoi, dans le fond, c'est pas nécessairement valide. Je pense que donc je connais pas très bien donc je connais rien très bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais je connais pas très bien donc le système agricole, mais quand même je m'y intéresse un petit peu, et ce que dit mon collègue Éric Pinault, prof à l'UQAM, avec qui je suis souvent en discussion, qui s'intéresse aussi à la décroissance, mais il le répète très souvent, c'est que l'agriculture moderne, celle de la Révolution verte, aussi bien d'ailleurs ici que dans les pays du Sud, c'est une agriculture qui est extrêmement inefficace en fait, puisque elle repose massivement sur l'usage des hydrocarbures, à la fois comme carburant des machines, mais aussi pesticides, engrais, etc. Et qu'en fait, l'agriculture telle qu'elle existe aujourd'hui, elle a effectivement des rendements, mais qui sont fallacieux, parce que quand on fait les comptes sur le plan de l'énergie, l'énergie investie, l'énergie produite, l'agriculture actuelle, industrielle, c'est un puits d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, elle aspire, elle pompe plus d'énergie qu'elle n'en produit. Contrairement à l'agriculture artisanale, qui a priori historiquement arrivait à produire un petit surplus, mais il était là. Mais il y avait bien quelque chose qui, en plus, qui permet de. Et donc aujourd'hui, c'est un puits. Donc ça, je pense qu'il faut le dire. Faut répéter ça. Il y a en fait une très grande inefficacité. Ça a une apparence d'efficacité parce qu'on utilise ce truc extraordinaire qui sont les hydrocarbures, mais qui sont un stock fini, qui en plus pose problème quand on le brûle, parce que c'est les gaz à effet de serre. Donc en gros, de toute façon, ce truc n'a pas d'avenir. Très clairement, il y a un moment où l'humanité devra se passer de ce truc extraordinaire. Il y aura peut-être dans des millions et des millions d'années à nouveau des hydrocarbures qui seront constitués par tout ce travail géologique, c'est possible, mais pas à l'échelle de notre civilisation. Donc ce truc
truc est fini. Et on continue à nous vendre l'agriculture industrielle comme le truc le plus efficace. C'est absolument pas le cas. Oui, pour l'instant, effectivement, on est capable de rendements incroyables, mais parce que on a cette ressource qui est elle-même complètement incroyable, mais qui est très clairement finie et qui en plus pose d'énormes problèmes aujourd'hui sur le plan climatique. Donc rien que là-dessus. Après, il y a tous les autres problèmes que vous devez affronter, j'imagine, mais tout ce qui est destruction des sols, donc qui sont aussi des effets pervers de ces rendements incroyables, où là on tue la vie dans les sols avec des effets qu'on est en train de mesurer de mieux en mieux, donc non, on a en fait un système là aussi. Donc c'est pour ça que j'attaquerais plutôt par la critique en disant ce truc-là ne tient pas la route, quoi. Et en plus, quand on regarde après le sort des agriculteurs, c'est terrible, quoi, finalement, parce qu'à part qu'une petite minorité, si j'ai bien compris, c'est 10%, peut-être 5% des agriculteurs qui s'en sortent pas mal. Sinon, le reste sont tous hyper endettés, parce que, alors ça, c'est aussi un autre aspect du progrès technique, c'est que finalement, on a machinisé, donc on les a équipés, là, de force, en quelque sorte, de moyens de production fabuleux, effectivement, mais extrêmement coûteux, avec, finalement, des rendements économiques pour eux-mêmes qui sont très limités. Donc, on a vraiment un système qui tient pas la route, quoi, pas du tout, sur aucun terrain, il me semble, qui justifie complètement un projet comme le vôtre, puis comme ceux des gens que vous invitez, qui serait d'essayer de réinventer quelque chose de beaucoup plus artisanal, sans doute à base plus collective aussi, avec des collaborations, etc. Mais donc voilà, pour ouvrir sur une piste de sortie. Puis j'aime bien que tu le nommes, parce que on a cette intention-là dans le modèle dans lequel on s'est lancé. Puis souvent réclamé par un fameux Jean-Martin Fortier qui nous a beaucoup inspiré, mais de sortir finalement d'une agriculture de masse pour avoir une masse d'agriculteurs. Et puis là, on peut faire confiance à l'agriculture paysanne de type artisanal pour créer des légers surplus qui vont être capables d'alimenter les communautés, tu sais. Et puis de là, j'ai trouvé un concept vraiment intéressant la première fois qu'on t'avait parlé, mais tu nous avais lancé sur une piste vraiment intéressante qui était les biorégions. Ouais. Oui. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis à nous. Ouais, alors je suis en train de l'explorer, donc là aussi je suis incompétent, mais donc c'est une idée qui est réapparue en Californie dans les années 70, plutôt dans des milieux donc écologistes, anarchistes en fait. Donc les deux c'est la combinaison qui est intéressante. Donc une écologie assez radicale et sur le plan politique un anarchisme aussi assez radical, c'est-à-dire l'idée que une vie politique digne de ce nom, ça devrait se faire plutôt sans État, nation, et qu'on devrait penser à une vie politique à une échelle beaucoup plus locale. Ils ont discuté avec Bookchin, donc c'est le promoteur du municipalisme libertaire. Il y a des liens, mais je pense qu'il y a peut-être des accords sur le plan écologique. Faudrait creuser. J'en sais pas plus pour l'instant. Mais l'idée de la biorégion, c'est finalement un de leurs mots clés, c'est réhabiter la terre. En fait, faut réhabiter le territoire. Vraiment, quoi. C'est ce que nous ne faisons plus. En fait, on a des vies complètement hors sol, quoi. Donc, comme on élève des troupeaux hors sol en les nourrissant avec de la bouffe qui vient de l'autre bout du monde, on est pareil. En fait, on est exactement pareil. Et puis, en fait, il y a beaucoup d'analogies entre l'élevage industriel et puis l'élevage d'humains industriel en ville. Enfin, donc c'est à peu près la même chose. Donc, on est complètement coupé de notre territoire, avec des effets aussi en termes d'injustice qui sont énormes. Donc, d'où une expression comme celle que proposent deux sociologues allemands, là, le mode de vie impérial. On a un mode de vie impérial. C'est-à-dire qu'en fait, notre mode de vie suppose l'exploitation de territoires et d'humains à peu près partout, quoi. Comme si on était à la tête d'empire, quoi. Et même si on n'est pas au Québec, dans un pays colonial, on l'est d'une certaine façon quand même, historiquement, donc c'est ça qu'il s'agit de remettre en question et de dire, comment est-ce qu'on pourrait habiter véritablement un territoire de façon aussi durable, c'est-à-dire donc en vivant des ressources qu'offre ce territoire et en permettant à ces ressources aussi de se reproduire, etc. Donc c'est ça l'idée de biorégion, donc, et de trouver donc ça suppose la première chose, ça suppose de redécouvrir son territoire, dire voilà, là il y a de quoi, on pourrait vivre autour de ce bassin, dans ce bassin versant, on a un cours d'eau, on est connecté par les mêmes caractéristiques géographiques. C'est ça.
Donc, donc, là, pas plus tard que hier, d'ailleurs, des amis m'ont fait passer un rapport assez intéressant qui essaye de... Alors, ils n'utilisaient pas le terme de biorégion, mais c'est de repenser un peu le Québec, la géographie du Québec, un peu autour de cette idée-là. C'est quoi, finalement, les grands découpages géographiques du Québec? Ce qui est assez fascinant, c'est que quand tu regardes ces découpages géographiques, et si tu superposes à ces découpages l'occupation du territoire par les Premières Nations, t'as pas mal de superpositions. En fait. Donc en fait, alors avec un mode de vie qui pourrait pas être celui qu'on aurait aujourd'hui, bon, c'était plutôt des chasseurs-collecteurs, mais en gros, on retrouve les lieux typiques habités par telle Première Nation, ça correspond à une espèce de grosse biorégion, quoi. Donc, incroyable. Voilà. Ouais. Donc voilà, en tout cas, c'est penser la bonne échelle, ce serait, je pense, l'échelle de la région, en fait, de la région qui présenterait des caractéristiques géographiques relativement homogènes, qui offrirait des ressources qu'on connaîtrait, qu'on saurait exploiter. Après, ça pose plein d'autres problèmes. Au Québec, on est peut-être très privilégié, on a peut-être beaucoup de très belles biorégions, mais dans le reste du monde, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vont devenir ces humains qui voient leur territoire dévasté et complètement inhabitable? Donc ça suppose forcément de penser ça dans une perspective aussi de solidarité, d'ouverture. Donc ça, c'est pas simple. Le danger, je dirais, de la biorégion, du projet biorégionaliste, c'est protectionnisme. C'est ça, complètement. Tu vois, on a une belle biorégion, puis on va se la garder pour nous, quoi. C'est bien. Mettre des belles grosses clôtures autour. Là. Entre bons blancs civilisés, puis on va surtout Donc faut faire gaffe. Je pense que c'est vraiment c'est une idée qui est vraiment intéressante. Je pense qu'elle est très pertinente. Celui qui s'y intéresse actuellement, c'est Alain Deneau aussi. Il écrit un beau papier dans un nouveau projet. C'est ça. Et Alain, lui, dit clairement, de toute façon, la biorégion, c'est même pas une question de choix politique, c'est comme ça qu'on va devoir vivre. Il est finalement, dans une perspective un peu effondriste, peut-être encore un peu plus sombre que moi là-dessus. Lui, il pense que c'est ce qui va s'imposer et qu'on va pas avoir le choix, en fait, de retrouver, les moyens de vivre sur son territoire, de son territoire. Et puis, parce qu'on n'aura pas moyen de faire autrement que ça. Et alors, je pense qu'il vaut mieux éviter cette situation-là, mais commencer à penser les choses dans cette direction-là, ça me paraît pas mal intéressant, notamment par rapport aussi à la question agricole, évidemment. Ben oui, absolument. Écoute, c'est un beau sujet. On entrait tout juste sur une piste qu'on aurait pu continuer encore très longtemps, j'en suis sûr. En fait, ça va certainement se faire l'objet d'un prochain épisode à voir. Mais on arrive à la fin tout tranquillement. Et puis, on aimerait terminer sur une petite question de clôture parce qu'on se pose la question quand même. Mais tu sais, finalement, la décroissance, est-ce que c'est une fin en soi? Très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posé. Donc non, c'est pas une fin en soi, parce que la finalité, c'est plutôt d'inventer des mondes post-croissance, en fait. Donc des mondes qui seraient plus soutenables, plus justes, plus démocratiques, pour reprendre un peu les trois grandes valeurs là qui sont derrière tout mon discours. Donc la décroissance, c'est plutôt un moment, en fait. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de transition, qui est, à mon avis, un mot qui veut à peu près rien dire. Enfin, il veut dire trop de choses différentes pour qu'on arrive à s'entendre vraiment. Avec la décroissance, on donne un contenu à la transition. Voilà, quelle transition on veut? Quelque chose qui ressemble à la décroissance, c'est-à-dire produire moins, partager plus, décider ensemble pour aller vers de la post-croissance. Et j'ai dit des mondes, parce que un des enjeux aujourd'hui, c'est aussi en quelque sorte de ressusciter une sociodiversité, en fait, contre son contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un modèle de vie et un modèle de société, un modèle de civilisation qui s'est imposé partout, qui fait disparaître des cultures, qui fait disparaître des façons de vivre, comme on fait disparaître la diversité du vivant, en fait. Donc, il y a un parallèle qu'on peut faire. C'est très fascinant. Le rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, le rapport de 2019, notamment soulignait que les lieux
où il y avait le plus de biodiversité étaient aussi des lieux qui étaient sous contrôle de populations autochtones. C'est-à-dire des lieux où il y avait aussi pas mal de sociodiversité ou de diversité culturelle, de diversité sociale, en fait. Donc, c'est comme si les deux, tu vois, il y avait un lien. Bon, faudrait là aussi, il faut faire attention aux amalgames, mais je trouvais que c'était assez fascinant de voir, en tout cas, que, on pouvait souligner, faire ce parallèle entre sociodiversité et biodiversité. Ben oui, clairement un parallèle en plus intéressant là, du fait que au final de standardiser des régions, des manières de faire, de produire des choses, tout ça, au final qui soit déconnecté des réalités locales de chaque endroit et comme il me semble vu de même dit comme ça une absurdité un peu, en même temps. Oui. Ce qui est fou, c'est qu'on a ce tourisme de masse qui se nourrit de la diversité, mais qui contribue à la détruire, en fait, aussi. C'est ça que c'est un des paradoxes de notre civilisation. C'est qu'en fait, on est complètement attiré par ce qui est différent de nous. Puis c'est normal. Je pense que là, il y a quelque chose de chouette, de sain, d'intéressant, d'aller voir comment les humains vivent ailleurs. Mais sauf que, en fait, ce truc participe précisément à cette destruction de la diversité. Donc, réinventer un Québec, des régions, avec des façons de vivre qui sont différentes, plutôt que des Tim Hortons et des McDonald's partout. Donc tous ces horreurs-là, qui devraient disparaître avec cette perspective bio-régionaliste. Ouais. Ben, merci. Peut-être on arrive vraiment sur la fin, mais je me disais juste avant qu'on termine, parce qu'en pré-entrevue, tu avais mentionné quelque chose que je trouvais très intéressant, puis qui peut peut-être mener à la réflexion pour d'autres auditeurs et auditrices. Puis je pense que c'est important d'en parler, même ça pourrait peut-être faire l'objet d'un prochain épisode, mais de parler aussi de la perspective même écoféminisme après ça dans la création des nouveaux mondes suivant, mettons, une possible décroissance, tu sais. Ouais. Alors il n'y a pas une perspective écoféministe, il y en a plusieurs. C'est un des problèmes actuellement. Il y a des débats même dans ce courant-là, mais c'est vrai que le point de départ est je pense très intéressant. En tant qu'homme, c'est toujours délicat de parler de féminisme, mais le point de départ, c'est le constat d'un traitement analogue en fait de la nature et des femmes en fait dans notre civilisation. C'est-à-dire que finalement, et qu'est-ce que les femmes et la nature ont en commun fondamentalement? C'est notamment la reproduction, justement. C'est la production de la vie, en fait. C'est une espèce de mépris pour la production de la vie, l'entretien de la vie. C'est ça, ce que je comprends des bases de l'écoféminisme. Après, il y a vraiment toutes sortes de courants, mais il y a un courant que moi je trouve très intéressant parce qu'il est très proche de la décroissance, et il était décroissant avant nous. C'est le courant de la subsistance, en fait, qui sont à l'origine, c'est trois femmes allemandes, des sociologues qui ont défendu ça dans leur coin, qui ont perdu la bataille des idées à l'époque, d'ailleurs en Allemagne aussi, en disant finalement, une position féministe cohérente, c'est ça, c'est la subsistance. C'est-à-dire finalement, on devrait orienter nos sociétés vers le souci d'assurer la vie, tout simplement, et d'arrêter de concevoir la subsistance avec une espèce de honte comparé à nos prétendues sociétés d'abondance. Abondance plutôt fallacieuse, en fait. Donc, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Donc ça me paraît être vraiment un point très, très, très intéressant. Faudrait effectivement en parler davantage, mais là, c'est une perspective qui, c'est une façon positive, justement, plutôt que de parler de décroissance. D'où votre question, est-ce que c'est une fin en soi? Non, c'est évidemment pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on propose? La subsistance. Assurer la subsistance. Collectivement. Et là, ça suppose de parler de choses dont on n'a pas parlé, qui sont les communs, qui sont les low-tech, par exemple, tout ce qui est... Mais ces femmes-là, elles ont pensé tous ces trucs-là, et elles l'ont pensé, et ce que je trouve très fascinant, c'est qu'elles l'ont pensé avec des femmes du Sud. C'est l'autre truc qu'on nous renvoie très souvent à la figure. Votre histoire de décroissance, c'est un truc de riches bourgeois du Nord. Ça vaut pas pour le Sud. Mais ce sont des femmes du Sud qui ont dit non, mais on veut pas de cette civilisation. On n'en veut pas. Alors, elles sont peut-être marginales, mais n'empêche que, très clairement, c'est non. Et nous, ce à quoi on tient, c'est plutôt la subsistance, c'est le contrôle sur nos conditions d'existence, c'est rééquilibrer aussi le partage de ce travail de reproduction, amener les hommes à participer véritablement à ce travail de reproduction, arrêter d'en faire un sale boulot aussi, mais finalement c'est ça qui a de la valeur, cette subsistance, c'est ce qui compte fondamentalement. Et donc en fait on les retrouve là aussi. D'ailleurs, la biorégion, c'est pas un mot qu'elles utilisent, mais en fait c'est une vision régionaliste, très 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 clairement, low-tech, commun, subsistance. T'as pas mal les mots-clés là d'un monde post-croissance sur lequel on pourrait pas mal s'entendre, tout en défendant une forme de sociodiversité. Oui, c'est ça.
Des très beaux mots-clés pour la fin de cet épisode. Donc, Yves-Marie Abraham. Merci produire moins, partager plus et décider ensemble. Oui, exact. C'est des très beaux mots qu'on va garder en tête. C'est un réel plaisir. On aurait aimé avoir plus de temps, mais 1 heure, c'était très satisfaisant aussi. Très satisfaisant. Ça passe vite. On en aurait pris plus, mais écoute, je pense que déjà là, on a abordé plein de sujets super intéressants qui vont poursuivre aussi la réflexion pour toutes ces personnes qui vont nous écouter. Donc, un énorme merci. Puis, à une prochaine, possiblement, on l'espère. Avec plaisir. On pourra creuser effectivement certains de ces sujets. Vraiment, c'était un plaisir. Merci beaucoup de me tendre un micro pour défendre ces idées-là. C'est toujours précieux. Donc, je vous en suis très reconnaissant. Merci. Merci. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs d'avoir été avec nous pour cet bel épisode. À la revoyure. Bye bye. Bienvenue à ce tout nouveau segment au balado Les idées radicules. Donc, c'est les questions radicules. Vous allez avoir la chance de nous poser des questions et nous, on va pouvoir y répondre. Puis, ce segment est commandité par nos amis de AgroBio. Merci. Donc, le concept d'AgroBio, c'est de la semence à la table. Ils font tout, de la culture à la transformation. C'est un regroupement d'agriculteurs québécois bio qui vendent des produits de qualité, qui sont locaux et équitables. Yes, vous pouvez trouver leurs produits chez Loufa, dans les marchés tôt et également dans la majorité des magasins où il y a dans le fond de la vente de bio et local. Donc, Shirley nous demande « Pourquoi avez-vous décidé d'acheter une ferme? » Grosse question. Pourquoi on a dit d'acheter une ferme? C'était le projet agricole en soi qui nous intéressait. Donc, on a commencé par aller se former sur des fermes où on a été employé, mais je pense que vite, on en est venu ensemble, toi, moi, Gabriel, à vouloir développer notre propre projet. Je pense que, mettons, pour nous aussi, à la base, je sais que pour toi, Mike, et moi-même, et même, je pense, Gabriel aussi, on avait déjà un attrait, un intérêt pour tout le côté alimentaire aussi. C'est déjà fort chez nous, du passage en restauration qu'on avait eu. Je pense qu'on avait vraiment un grand attrait pour ça. Puis, en même temps, on avait un désir de vivre un peu plus en cohérence avec nos systèmes de valeurs, nos systèmes de croyances qui nous amenaient à vouloir justement être plus proche de ce qu'on consommait, de vouloir même produire une partie de ce qu'on consommait. Fait qu'il y a vraiment une démarche là-dedans aussi qui était reliée, je pense, à l'autonomisation, de être capable de faire soi-même puis d'en apprendre plus sur le monde du vivant. Puis rendu là, je pense qu'il y a certaines de ces choses-là qu'on pouvait faire et qu'on faisait en travaillant auprès de d'autres fermes. Mais je pense qu'après ça est vite venu le moment où on se disait, on aimerait ça justement que le travail qu'on fait puis ce qu'on fasse, on le fait en même temps pour un projet qui est vraiment aligné parfaitement avec notre vision. Fait que je pense que c'est une grosse partie de la démarche. Puis, disons là aussi, je pense que c'est une partie importante que, je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui ont la chance de pouvoir travailler, mettons, en maraîchage comme on le faisait dans des fermes bio et de travailler hyper longtemps là-dedans, parce qu'une des réalités du milieu quand même, c'est que économiquement, on peut pas nécessairement tout le temps donner des salaires à quelqu'un qui permet de pouvoir vraiment faire une carrière là-dedans. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est important de noter que souvent, un des choix aussi qui vient avec ça, c'est de quand même pouvoir éventuellement démarrer son entreprise pour être capable d'en vivre, là. Ouais, très bien dit. J'ai bouffé un peu tout le temps. Non, c'est parfait. Ces réponses étaient très bonnes. Je suis en parfaite cohérence avec ta vision. Yes. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des idées radicules. Donc, pour voir tous nos épisodes et rester à l'affût de ceux à venir, rendez-vous sur le site web d'Origine au www.origineqc.ca et abonnez-vous aussi aux pages Facebook, Instagram et YouTube d'Origine. Les liens vont être dans la description de l'épisode. Sinon, vous pouvez aussi écouter les idées radicules sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et Balado Québec. Et si vous aimez ce balado puis vous aimeriez nous encourager, abonnez-vous à notre Patreon au patreon.com/idées radicules. Merci à l'équipe formidable de la Shop Studio où on enregistre depuis nos tout débuts. Et un gros merci aussi à notre équipe derrière les micros, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Laura Chipello, et nos productrices Safia Barou et Alissa Martin-Martel. Merci, puis à la prochaine. Merci, guys. À la prochaine.